à l'inauguration de cette semaine Chewi berbère des Aurès, on a décidé d'organiser une semaine au cours de laquelle on va mieux faire connaissance avec les Chewi berbères des Aurès, donc qui commence avec cette conférence. Cet échange plutôt que conférence avec Fanny Colonna, qui a des rapports divers avec les Aurès. On peut le dire, on va en parler un tout petit peu tout à l'heure. C'est pas par hasard qu'elle a fait ce livre, Le Meunier, les Moines et le Bandit. Mercredi à 18h, il y aura le vernissage de l'expo qu'on a tiré des photos de Thérèse Rivière. Et puis il y aura la projection d'un film à 19h30, un documentaire qui s'appelle Le refuge de la Caïna de Belkacem Mouahdi. Il y aura un petit débat que je co-animerai peut-être avec Azdin Zalani, juriste et militant du mouvement Amazir, des Aurès, qui me fait aussi le plaisir d'être là ce soir. Et puis, le vendredi 7 décembre, c'est lui qui va s'attaquer à un sujet qu'on aborde très rarement, c'est-à-dire cette relation entre les Chaouis et le pouvoir en Algérie, avec tout ce que cela comporte comme préjugés ou réalité, on verra, hein, mythe ou réalité, ce qu'on appelle les BTS, mythe ou réalité, mais on verra tout ça vendredi. Pour le moment, je remercie Fanny Colonna d'avoir accepté de venir nous parler des Aurès à travers ce livre qui s'appelle Le Meunier, le Moine et le Bandit, qui est un voyage dans les vies quotidiennes, d'ailleurs au pluriel, hein, dans les Aurès du XXe siècle, qui est l'histoire. Je vais pas, je vais lui passer la parole, mais qui est l'histoire d'un Italien qui s'est enraciné dans les Aurès. Elle va nous expliquer tout ça. Je voudrais dire deux mots sur Fanny quand même. Je sais, comme dirait notre ami Nordine Saadi, on ne présente pas Fanny Colonna à l'ACB, mais enfin, on va quand même un peu la présenter. Elle est chercheuse, elle a beaucoup travaillé sur les intellectuels, les instituteurs. Elle a mené des recherches aussi sur les Aurès. Elle a très longtemps travaillé sur les Aurès. Avant Gourara. Ah, oui, au Gourara avec Mouloud Mamri, oui. Et puis, elle a un lien avec les Aurès, un lien familial, puisque son grand-père maternel était ton arrière-grand-père maternel est arrivé dans les Aurès, et c'est ton père qui est non, c'est ta mère qui est le père de ta mère, ton grand-père. Oui. Ton grand-père maternel est né dans les Aurès, voilà. Non, c'est une histoire plus triste que ça, c'est-à-dire que mon arrière-grand-père était forestier, profession détestée dans les régions de forêt. Il était, je crois, à la maison forestière du Chélia. Et par contre, le père de ma mère était un jeune, comment on va dire ça, aspirant colon, qui avait demandé, c'était vraiment la dernière période dans les années 10 où on attribuait encore des lots, et à ce moment-là il a été mobilisé, il est mort à la guerre, ce qui fait que ma mère n'a pas connu son père, et c'était quelqu'un qui venait du Lot, c'était un Français pur jus. Alors, tu dis quelque chose d'important, là, je ne sais pas, peut-être dans l'interview qu'on a faite il y a quelques années ensemble, tu disais que le fait que ta famille maternelle et même paternelle n'ait pas eu de terre change complètement le regard sur la colonisation, etc. C'est ce que je me suis dit un jour. Je me suis dit que ça devait aider quand même. Parce que j'étais assez exaspérée d'entendre ma belle-mère disait toujours la terre, ma terre, nos terres, alors qu'elle n'avait jamais eu de terre. Et c'était devenu un mythe, surtout les dernières années, que tous les pieds noirs avaient des terres. Ils n'avaient plus de terre, ils étaient urbanisés depuis 1920. Et je me suis dit, moi j'ai cette chance. Dans la famille, il n'y a pas un hectare de terre.
Et ça rend léger pour prendre position. D'accord. Alors, on va parler de Jean-Baptiste Cappelletti et des moines et du Bondy. Le Bondy, c'est le fameux Benzelmat, rendu célèbre aussi par Aïssa Djermouni, qui, qui disait ses textes en berbère ou en arabe, je ne me souviens plus. Les deux. Djermouni chantait en chaoui, mais il chantait aussi en arabe parce que les chaouis avaient pris l'habitude des zones de steppes, des zones de nomadisme, aussi de transhumance. Et il y avait une présence arabophone ou même arabe assez forte dans les Aurès. Et lui, c'était le chanteur qui bougeait, qui chantait un peu partout. Et dans son répertoire, finalement, il chantait en chaoui et aussi en arabe, mais par contre, les rythmes, c'est des anciens rythmes chaoui, il reste des rythmes chaoui. Quant à Benzelmat, il a fait effectivement, comme il n'était pas le seul en Kabylie aussi, et on connu ces fameux bandits d'honneur. Parfois, c'était des gens qui avaient échappé à des gardes forestiers. Cette histoire de garde forestière, on peut revenir jusqu'à l'époque romaine, parce que dans des pays de transhumance, le berger doit aller absolument nourrir son bétail. Et dans l'esprit des Romains, avec le limès et autres, etc., et puis plus tard avec les Français, maintenant c'est dommage, parce que ce qu'on voit, les dégâts des chèvres que font dans le mont Chélia, ma fille s'appelle Chélia, et quand elle part et elle voit ce qui arrive au cèdre maintenant et tout cela, et l'absence de ces pointueux gardes champêtres, donc, et pour préserver donc la richesse de la flore des régions d'Algérie. Donc ces bandits d'honneur, c'est des gens qui, au fait, essayaient de vivre selon le mode traditionnel qui ne correspondait plus au mode nouveau qui s'imposait de plus en plus en Afrique du Nord ou en Algérie. Et ils finissaient d'une manière ou d'une autre, par se retrouver en situation d'illégalité, parfois en commettant un crime d'honneur, parfois en commettant une infraction. Et là, ils deviennent des vrais bandits, dans le sens où ils sont dehors la loi, d'honneur parce qu'ils agissent un peu pour le bien, comme une sorte de Robin des Bois, et bien entendu, il y a tout un mythe autour d'eux, etc. D'où les chants, entre autres de Djermouni il y a quelqu'un qui a écrit sur Oumri et Ouzalmad, je ne me rappelle plus, qui a pris les deux chansons, les chansons qu'on chantait en Kabylie sur Oumri et sur Ouzalmad. Donc Djermouni, entre autres, chantait Ouzalmad avec un peu partout dans les villages, et ça a contribué à créer encore beaucoup de la légende. Oui. La légende. Oui. Alors, je vais me tourner vers Fanny. Alors qui était Jean-Baptiste Cappelletti? Alors, je te donne la parole le temps que tu veux. Bon, le temps que je veux. Donc, Jean-Baptiste Cappelletti est le personnage central, mais pas unique, de ce livre, donc qui est sorti chez Actes Sud en 2010. Et il était d'origine sicilienne par sa mère, ça me paraît important, et piémontaise par son père. Sicilienne par sa mère parce que je pense que bien qu'il n'ait pas beaucoup vécu avec elle, des choses intéressantes, peut-être communes entre la Sicile et l'Aurès, ont transité par des chansons, des berceuses, etc. Donc il était en 1875. Il est né dans une bourgade qui est au nord-est de l'Aurès. Il est mort en 78 près de Annaba, dans une maison où les petites sœurs des pauvres... donc il est mort dans la pauvreté. C'est au moins le signe de ça. Et il a passé toute sa vie dans le massif, sauf les 5 ans où il était pendant la campagne d'Orient. Il a été mobilisé comme beaucoup d'hommes de cet âge-là, enfin d'âge mobilisable. Et ils sont restés pendant 5 ans, et je me suis souvent demandé, pour eux particulièrement, comment fonctionnait le courrier, les permissions quand il y en avait, etc. Je pense qu'ils
ne devait pas y en avoir. Enfin, ça devait être très, très problématique. Son père est mort alors qu'il avait 6 ans. Et donc, dans ses récits, puisqu'il a raconté plusieurs fois sa vie à plusieurs personnes, il était très jeune, à 14 ans, il s'est mis à travailler sur des chantiers. Et d'abord comme maçon, cantonnier, berger. Son père était maçon. Et il a parfois été berger aussi. Ça, il n'en parlait pas beaucoup, mais après, on va voir ça dans l'histoire. Et il vivait en fait dans la montagne, dans des grottes. Et il a construit 3 moulins à turbines, dont il disait que c'était les premiers de la région, mais quand on lit la monographie de l'Aurès de l'Artigue, on voit que non, il y avait traditionnellement des moulins à eau dans l'Aurès. Le sien n'était pas le premier, mais lui, il en a bâti 3 de ses propres mains. Ce qui m'a surpris quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, c'est que contrairement aux quelques Européens qui ont laissé un nom dans l'Aurès, par exemple dans le livre de Jean-Luc Hénaudy, ou comme Lisette Vincent dans l'Ouest, ou comme Fernand Yveton à Alger, lui n'a jamais appartenu à aucun parti politique. Il n'a jamais envisagé aucune action politique directe. Et ça me paraît l'opposition entre les 3 premiers qui ont été au Parti communiste, en fait. Lui n'a jamais été dans un parti, et c'est aussi quelque chose qui le caractérise, me semble-t-il. Il a toujours habité en tribu, jamais en ville, et même jamais dans un village européen. Il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de villages européens, ils étaient tous sur la route entre Rechlin et Batna. Et il a partagé toute sa vie, la vie d'une femme Chaouia, dont il disait lui-même, il insistait beaucoup qu'elle était d'excellente famille, qui est toujours restée musulmane, et lui est toujours resté chrétien. Il ne s'est jamais converti à l'islam. Et ils ont vécu, d'après le témoignage des témoins locaux, une relation de couple très rare dans cette société où les mœurs sont traditionnellement plutôt légères. Et en tout cas, il n'y a pas de polygamie par contre. Si, il y a de la polygamie chez les riches, mais la polygamie n'est pas fréquente dans la région. De plus, il était donc meunier, principalement. Il était aussi guérisseur. Les gens le connaissaient comme guérisseur. Et enfin, il a été ce que les archéologues appellent l'inventeur, c'est-à-dire c'est lui qui a découvert une grotte paléolithique qui a été fouillé plusieurs fois depuis et qui est l'un des sites les plus importants du nord de l'Afrique. Et sa mémoire est toujours très vivante dans la région parce que quand j'y suis allée vers 80, et que dis-je 80 non, je suis complètement dans le désordre là. Au début, vers 2005 par là, je suis allée plusieurs fois, je suis allée 6 ou 20 fois, et les fois précédentes, je ne m'étais jamais intéressée à lui justement, mais quand je suis vraiment en 2005, je suis allée pour la première fois dans le village où il avait vécu juste avant d'être hospitalisé dans cette maison, et il avait laissé une mémoire très très vivante. Alors cet homme est à la fois une version exemplaire, à la fois de la petite colonisation rurale qui était maigre. Il y avait très très peu de colons dans l'Aurès, sauf sur le plateau. Mais dans le massif même, il y en avait peu et il y en a eu de moins en moins. C'est-à-dire chaque fois que se déclenchait un soulèvement ou comme en 1879 ou en 2016, ensuite c'était vraiment une insurrection. C'était une vague de départ et les Européens ont fini par se concentrer sur Batna et il n'y en avait pas qui vivaient seuls dans la montagne. Voilà. Par contre, ce qui était pas rare dans la montagne et que j'ai découvert à travers la lecture du Diaire des Pères Blancs, j'ai parlé dans un instant de l'installation des Pères Blancs, mais un Diaire, c'est le journal dans lequel, dans une maison religieuse, le père principal doit écrire tous les jours. Et dans ce Diaire, on trouve très très souvent mention
d'abord de quelques hommes qui vivent seuls comme ça dans la montagne, comme lui vivait seul, et plus souvent de gens qui sont morts, c'est-à-dire qui ont été agressés. Ce qui est important, m'a-t-il semblé, c'est qu'en général, on n'en sait à peine que le prénom. Ils sont très souvent d'origine italienne ou espagnole. Ce n'étaient pas du tout des Français. Et ce qui m'a paru exceptionnel chez Baptiste, c'est que dans ces conditions très rudes et qu'il laissait beaucoup de gens sur le carreau, si j'ose dire, quand ils étaient seuls et démunis et à un niveau social très élémentaire, et pas titulaires de terre, etc., etc. Ils avaient juste le travail de leurs mains. Par exemple, le Chélia en employait pas mal pour les coupes de bois de cèdre. C'était très dur, et lui a survécu à tout ça. Et non seulement il a survécu, mais il s'est fabriqué une vie quasi légendaire. Il faut quand même rappeler ce que vous savez tous, c'est que la fin du 19e, il est né en 75, je rappelle, et il est mort en 78, donc il était plus que centenaire quand il est mort. Dans cette période-là, il y a eu 2 insurrections au 19e, une au 20e, du banditisme et de l'insoumission permanente sans arrêt. Quoi encore? Bon, 45 évidemment. Et donc, puis il y a eu les premiers fugitifs, si j'ose dire, de l'OS, d'organisation spéciale du MTLD à ce moment-là, qui sont venus se cacher dans des grottes et qui donc entretenaient à la fois une propagande, mais aussi un certain climat de suspicion. Et ensuite, il y a eu la guerre. Et là où il a vécu, lui, c'est-à-dire au nord, au Piémont Nord, quand il est descendu de sa montagne, c'est vraiment là que la guerre a été la plus intense. Et vous verrez que dans le livre, j'ai eu une chance absolument hasardeuse et extraordinaire. Un soir, en pianotant sur Internet, j'ai trouvé le nom de l'officier qui avait commandé la SAS. Et toujours de façon extraordinaire, j'ai écrit à l'association, et il m'a répondu. Et vous verrez, il y a un chapitre dans le livre, il y a des photos qu'il m'a données, etc. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, comme me dit un des personnes qu'on a interviewées dans la deuxième partie, c'est probablement un des endroits d'Algérie où la guerre a été le plus terrible. Peut-être avec la Kabylie, même certainement avec la Kabylie, mais des régions de montagne, vous pouvez imaginer comment c'était. Voilà pour le contexte. Non seulement donc il a survécu à toutes ces horreurs, mais il s'est inventé une vie, et une vie qui semble avoir été menée suivant des principes moraux qui étaient les siens propres et qu'il a toujours respectés. Qu'est-ce qu'on peut dire à sa place? Autour de lui, donc le livre est organisé autour de lui, mais j'ai voulu mettre en place ce qui était, bon, d'une part les tribus qui vivaient là, mais j'ai voulu parler aussi de ce qui en constituait, en dehors des Chaouis, la seule altérité, c'est-à-dire les Pères blancs qui sont restés là pendant 25 ans. Ils sont venus vers 93 du siècle du 19e, et ils sont partis en 16 par là. Ils n'ont pas pu rester, ils auraient pu, mais ils ont décidé de ne pas rester parce que ça paraissait trop incertain, et aussi parce qu'il y avait extrêmement peu de candidats à la conversion. Il y avait 0 candidat à la conversion, pas peu. Et là-dessus, moi j'ai lu à une décennie d'intervalle, j'ai lu 2 fois le d'hier complètement. Et en fait, j'en ai une copie intégrale à la maison. Et vraiment, la relation entre ces pères, qui n'étaient jamais très très nombreux, c'était une petite poignée,
Là-dedans, il y avait un savant, le père Giacobetti, qui fait plusieurs apparitions dans le livre, parce que c'est vraiment un très fin arabisant, mais qui savait aussi le berbère et il savait beaucoup d'autres langues. Et c'est devenu un spécialiste de la Rahmaniya, donc c'est vraiment quelqu'un d'important. J'ai consulté toutes ses archives. Mais moi, je me suis, comment je vais dire, régalée, c'est sans ironie du tout, mais le récit des rapports entre les pères et les gens, et avec les femmes. Les femmes, leurs enfants voient de toutes les couleurs. C'est-à-dire elles sont évidemment l'objet de leur sollicitude, parce qu'ils voient que les vies sont dures, etc. Et néanmoins, elles revendent ce qu'ils leur donnent, elles n'arrêtent pas de les rouler, sans compter les mœurs. Parce qu'ils ont des mœurs, ils en général dans la région, et vu à travers le spectre d'hier. Et il y a une très jolie phrase sous la plume de l'un des pères qui dit « La Fatma a encore fait sa Samaritaine ». La Samaritaine, dans l'Évangile, c'est celle que le Christ rencontre sur une margelle de puits, et ils se mettent à parler. Et elle lui dit, je ne sais pas quoi, il faut que je retourne voir mon mari. Il lui dit, non, tu n'as pas de mari, tu as eu 7 maris, lui dit le Christ. Et donc, quand un prêtre écrit d'une femme qu'elle joue sa Samaritaine, vous avez compris que... Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, on anticipe un peu là, mais comme je disais tout à l'heure, dans le reste, avoir été mariée 7 fois à une époque... Aujourd'hui, peut-être c'est plus rare, mais ce n'était pas du tout rare. C'est-à-dire, le mariage est une sorte de forme... Enfin, était encore, quand j'ai commencé à travailler dans les années 70, une formalité que des hommes de 32, 33 ans avaient déjà traversé 7 fois. Enfin, et les filles, 3-4 fois, c'était pas rare. Enfin, voilà, c'était un trait culturel qui... n'aime pas beaucoup les gens, mais par contre les Berbères blancs, alors lire ça dans le miroir de ce qu'ils écrivent, c'est absolument délicieux parce qu'ils sont vraiment très très surpris. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore ? Donc il y avait les Berbères blancs, il y avait très peu d'écoles, sauf dans la vallée de l'Oued Abdi. Quelques écoles, et dans le livre, vous verrez dans la deuxième partie, si vous le, j'ai interviewé quelqu'un qui est un produit donc de l'école et qui en a gardé un très très bon souvenir, mais elles étaient extrêmement rares. Peut-être tu peux me questionner un peu là pour me remettre en route là. Avec plaisir. Donc, oui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'est marié à une fille des Aurès. Non, il ne s'est pas marié. J'ai approfondi, j'ai eu pitié de personne. D'accord. Et j'ai demandé autant de fois que nécessaire et possible, au risque de perdre la face et de faire perdre la face à l'interlocuteur. Y avait-il le moindre bout de papier entre eux? Et on m'avait répondu, il n'y avait aucun bout de papier. Mais il a eu un enfant, il a eu un garçon. Mais pas avec Hamama. Pas avec Hamama, d'accord. Avec une autre. D'accord. Dont on va parler d'ailleurs, Chérif. Hein. Qui est Chérif? Oui. Chérif est un personnage important parce que c'est le double négatif du père. C'est-à-dire du jour où Baptiste a décidé de vivre avec Hamama, il lui a toujours été... On n'a jamais signalé qu'il avait fait la moindre incartade, mais il n'a pas eu d'enfant. Et à mon avis... J'ai posé aussi, toute honte bue, la question à autant de gens que j'ai pu. Mais pourquoi n'ont-ils pas eu d'enfants? Et on me dit que c'était certainement pas possible, parce que sinon ils en auraient sûrement voulu, étant donné l'importance de leur lien. Et par contre, il a eu Chérif très tôt, sans doute à 20 ans, alors que lui avait 20 ans, il a eu ce garçon avec une autre femme, qu'il a échangé ensuite avec son meilleur copain. Tu voulais me le faire dire. Alors ça, c'est un grand mystère. Évidemment, il n'a jamais raconté ça. Parce que j'ai 2 sortes de témoins. J'ai les témoins canoniques qui écrivent pour que ce soit imprimé. C'est-à-dire les archéologues qui ont travaillé avec lui, etc. Puis, il y a les gens du village. Et comment est-ce que j'ai
compris qu'il y avait une deuxième femme. Et bien c'est justement au bistrot, en allant à l'épicerie, en allant parler avec les gens, quelqu'un a dit « Ah oui, oui, mais maman, c'était pas sa mère », comme une chose allant de soi, mais qui avait été complètement assimilée. Et Chérif était aussi buveur, est donné comme musulman. Hein. Tout le monde me dit qu'il était musulman puisque sa mère était musulmane et que Baptiste ne s'est pas opposé du tout. Enfin, il était musulman et donc il buvait. Évidemment, il draguait. Une vieille dame me dit, je crois qu'il les a toutes essayées, me dit-elle, mais ça marchait jamais. Et alors finalement, il a fini par faire sa vie avec une Italienne qu'il a ramenée de Tunis. Et qui est reparti. Il ne devait pas être supportable, quoi. Donc il y a ce personnage qui est un double négatif, et qui est quand même ce qui en dit beaucoup, en fait, sur la dureté de cette vie, dont il est fait une légende, et à qui on ne donne que des qualités, si tu veux, mais en même temps que le fils est si mal tourné. Ça prouve quand même que la vie n'a pas été heureuse tout le temps. Voilà. Et mon hypothèse aussi, c'est que lui-même, Baptiste, étant enfant, n'a pas été un enfant heureux. Voilà ce que je... Alors, est-ce que je voulais te demander aussi, c'est que la fameuse grotte, le fameux gisement pré-néolithique, c'est ça, qu'il a découvert, était suffisamment important pour qu'on envoie une mission de Paris qui était dans laquelle il y avait Thérèse Rivière. Enfin, une des missions... Ça s'est passé en 2 temps. C'est-à-dire qu'il a rencontré dans ses cours, c'était un grand spécialiste de... Il vivait de la revente du guano. Le guano, vous savez ce que c'est? C'est les excréments de chauves-souris, je pense. Hein, et donc, il est... Oui, c'est ça? Non, c'est les chauves-souris, je crois. Bah, lui, c'était des chauves-souris parce que c'était à l'intérieur des grottes. C'est important. Donc, c'est un travail spécialement pas évident, j'allais dire. Donc, lui, il le récoltait. Alors, sa grotte, celle où il habitait, c'est 1500 et quelques mètres. Et j'y suis allée, donc, je ne suis pas montée dans la grotte, mais j'y suis allée au pied. Et donc, il avait installé un dispositif pour évacuer le guano. Vous voyez l'inventivité du type. Il avait un seul associé, je crois. Et donc, il amenait ça à Batna, et c'était pour vendre à Biskra, parce que c'est l'engrais privilégié du palmier, semble-t-il, dit-on dans la région. Donc, lui, il vivait de ça. Et comment on en est venu on était venu parce que Thérèse Rivière, enfin que le... Alors, oui, voilà. Alors, comme au cours d'une balade, au cours de ses déplacements, lui, c'était pas des balades, il a rencontré un géomorphologue qui était encore professeur à l'université d'Alger quand j'étais étudiante. Ils ont lié une conversation. Et Laffitte a trouvé ça absolument extraordinaire et en a parlé au Musée de l'Homme. Et quand le Musée de l'Homme a cherché un point de chute pour envoyer une mission ethnographique qui devait être dirigée, qui l'a été, par Thérèse Rivière, accompagnée par Germaine Tillon, ils ont décidé de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'envoyer la mission là, mais aussi de fouiller la grotte. Et la grotte a commencé à être fouillée en 36-37 sans doute, puis ça a été arrêté pendant la guerre, et ça a été repris en 78 et a donné l'objet d'une très belle thèse qui est publiée depuis et que nous avions au CRAP. C'était une des équipes du CRAP qui a fait ça. C'était une des grandes réussites du CRAP de l'époque de Mouloud Maroui, pour faire le joint avec ce qui précède. Alors, je ne sais pas, quelque part, tu dis qu'en 75, tu es allé dans les Aurès et que tu aurais pu t'arrêter à un village et le voir. Ça ne s'est pas fait. Et comment tu as découvert ce personnage? Comment à cause du CRAP. Grâce au CRAP. Parce que dans l'Aurès, personne ne m'a parlé de lui.
Mais au laboratoire, les gens le connaissaient parce qu'on était en train de fouiller sa grotte. Donc j'ai remonté de la grotte à la personne. Et donc j'ai recueilli quelques anecdotes. Et puis moi, mon terrain, c'était jamais le nord dans l'Aurès. Ça m'intéressait pas trop. J'ai travaillé sur le versant sud, sur le sud de l'Oued Abdi et le sud de l'Oued Laburde. Donc tout ce qui est monographique, détaillé, etc., on l'a fait dans le sud. Et donc le nord, je ne faisais que passer. Donc j'avais l'impression que c'était encore pas assez exotique pour une anthropologue débutante. Voilà. Je suis sûre qu'il y avait quelque chose comme ça. Je suis venue tard, donc j'ai pris le reste par l'envers. Oui, alors une autre dernière question pour ce qui me concerne. Après, je vais donner peut-être la parole. Qu'est-ce que l'itinéraire de Jean-Baptiste Cappelletti nous dit des Aurès même? Oui. Qu'est-ce que ça nous dit des Aurès maintenant? Oui. Comment je pourrais essayer de comprendre cette question? Tu peux la préciser un peu? Tu dis qu'il s'était fondu dans la population, oui, à tel point qu'il était mal vu par par les autorités coloniales, par les valeurs coloniales. Non, il s'est débrouillé avec. C'est son tour de force. Son tour de force a été qu'en pleine guerre, il raconte comment il racontait à la préhistorienne qui a fouillé finalement sa grotte. Il racontait que non, à l'époque il avait 70 ans quand la guerre a commencé. C'était quelqu'un d'inoffensif, plus personne non, qui pouvait soigner les maquisards la nuit. Il était adjoint au maire ou quelque chose comme ça. Il était un petit élu local au conseil municipal. Donc, quand il y avait des problèmes, il pouvait être intercesseur. Il y avait là une sas qui n'était pas celle de l'officier que j'ai interviewé, qui disait, et les gens m'ont dit directement, quand il y avait quelqu'un qui était arrêté, il pouvait aller prendre de ses nouvelles et dire que c'était un bon type, etc. Et voilà, donc non, au contraire, la magie du personnage, c'est qu'il a toujours réussi cette vie assez quand même atypique. Elle n'est pas seule, moi j'ai croisé comme ça. Puis quand le livre est sorti, pas mal de gens m'ont dit « Oh, mais tu sais, dans notre village, il y en avait un comme ça. » Moi j'en ai vu un comme ça au Sahara, je veux dire... Il y avait des Européens comme ça qui étaient restés, avaient épousé des femmes du pays, avaient fait des enfants. Lui avait une stature, je veux dire, une qualité humaine exceptionnelle. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire sa vie. Oui, je vais te reposer la question autrement, je te l'avais déjà posée. Est-ce que son immersion dans les Aurès, oui, sa profonde immersion, est-ce qu'elle montre ses capacités d'adaptation à lui, ou alors ça montre au contraire les capacités d'accueil du milieu? Les deux. Justement, je pense que c'est très, très significatif de ça. Mais ce qui... oui. Est-ce qu'en Kabylie, ça n'existe pas? Si, ça a dû exister, je sais pas. Je me tourne vers Hand. Mais je ne sais rien de ce personnage. Moi, justement... on parle bâtard. Alors, c'est peut-être celui que je cherche, parce qu'au début du livre, je parle d'un de mes étudiants qui m'a raconté que, donc, il a maintenant, cet étudiant-là, il doit avoir 45 ans, peut-être pas loin de la 50, 40, on va dire 45 ans. C'est juste pour situer sa vision. Me disait qu'on pouvait voir une maison et une orangerie qui datait de l'époque d'un Espagnol dont on avait oublié le nom, et c'était une maison isolée. Or, en Kabylie, il n'y a pas de maison isolée. C'est-à-dire, les gens se regroupent. Ça existe quand même?
J'avais l'impression que c'était quand même quelque chose de rare. Dans le reste, c'est pas rare. Dans le reste, c'est pas rare. C'est pas du tout une région d'habitat groupé. Il y a des villages, mais c'est pas rare. Et justement, je commence le livre par ça, en disant que je suis absolument persuadée qu'il y en a eu pas plein, mais pas mal en Algérie. Et quand j'ai envoyé le livre à Ahmed Nadir, qui est d'Aïm Lila, et il m'a, je crois que c'est Aïm Lila, c'est pas Msila, c'est Aïm Lila ou Msila. Et il m'a dit, ah bah oui, on en avait un comme ça, nous aussi. Il avait 5 enfants et il est mort dans la région. Donc je pense que c'est l'éloignement dans le temps qui nous fait penser que c'était quelque chose d'absolument exceptionnel, mais qu'il y a eu une période entre la fin du 19e et en plus, il faut penser à l'époque romaine, c'est-à-dire qu'à l'époque romaine, il y a certainement un tas de légionnaires qui se sont fixés dans la région. Il y a des traces. Les huileries, il y a des huileries, il y a des traces. Ça, c'est la merveille de ces dernières années, c'est que la thèse latine de Masqueret a été traduite. Nous ne connaissions que la thèse française, qui est une thèse de théorie politique sur le système berbère. Et par contre, sa thèse latine, qui était obligatoire à l'époque, a été traduite. Et là, il montre que le long des vallées, en particulier l'Oued Abdi, c'est l'Oued Labiot, enfin les 2 vallées riches du centre, sont absolument, j'allais dire, enfin, sont pleines de traces d'habitation et d'industrie aussi, c'est-à-dire il y a beaucoup de pierres taillées d'abord, et ensuite il y a beaucoup d'huileries, et on sait que pratiquement tout le reste était couvert d'oliveraies, dont il ne reste plus qu'une petite surface, on va dire, au Sgag, tout à fait au nord-ouest, très isolée, et alors que mais ça, c'était aussi dépendant du système d'irrigation que les Romains avaient installé. C'est-à-dire tout le reste était irrigué avec des œuvres, des ouvrages façonnés qui n'étaient peut-être pas possibles en Kabylie. Mais le reste a été très très travaillé sur le plan hydraulique. Et donc il y avait une implantation. Et certainement les gens étaient immergés dans la société d'une façon qui n'a rien à voir avec le 19e et le 20e. Alors, pour répondre à ta question qui est, comment dire, un peu idéologique, est-ce que c'est... Non, pas du tout. Non, mais je veux dire, est-ce que c'était le type qui était exceptionnel ou est-ce que voilà, c'était les gens? c'est ça, oui. Ben, moi, je crois que c'est les deux, c'est-à-dire... et c'est la géographie aussi. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de cohabitation sans être les uns sur les autres. Les régions fertiles sont assez... Les vallées, si tu veux, sont assez... permettent des implantations où on n'est pas les uns sur les autres. Vous pouvez peut-être s'ignorer. Est-ce qu'il a vécu dans l'ensemble ou alors il a toujours été un peu marginal? Alors, moi, je pense qu'il a toujours été qu'il a vécu dans un entre-deux. Il ne s'est jamais converti. Mais un seul de ses informateurs, vous le verrez, il y a une belle photo de lui dans le livre, celui à qui il nous parle dans une voiture, dit qu'il a été musulman. Alors, 2 hypothèses. Il a très bien pu se convertir pour la forme au moment où il courait les filles, par exemple, quand il avait 20 ans, pour se faire mieux accepter les relations qu'il a avec des jeunes femmes successives. Mais c'est pas... en tout cas, il n'y a aucune trace dans tous les témoignages que j'ai recueillis sur sa vie à partir du retour de la guerre, à partir du moment, parce qu'il y a un grand seuil dans sa vie, le moment où il devient un personnage social. Et ça, c'est au retour de la guerre. Il a bâti 3 moulins. Il a d'ailleurs des revers. Il ne faut pas croire que sa vie a été pavée de roses, puisqu'il a perdu un procès à propos d'un des moulins.
je ne sais plus le droit de qui était en cause, mais en tout cas, il l'a perdu. Il n'en parlait jamais. Je crois que sa grande force aussi, c'était de ne jamais se plaindre. Et ce qui lui a permis de continuer à vivre là, c'est-à-dire et d'être accepté et aimé par les gens. Il était très utile, c'était un bon meunier. Il donnait littéralement, les années de disette, il donnait du blé qu'il avait en réserve, enfin du blé ou de l'orge d'ailleurs, parce que les gens ne vivaient pas que de blé. À cette époque, ils vivaient principalement d'orge et secondairement de blé, c'était le luxe. Il en donnait, peut-être qu'après on lui rendait l'année d'après, à la récolte suivante. Mais il était extrêmement généreux et apparemment, et de cette histoire de femme qui n'est pas très très claire, et surtout du procès perdu au moment du moulin, il ne s'est jamais plaint. On n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui se pose en victime, voilà. Et ni avec les Français, il ne se posait pas en victime non plus. Et voilà. Et si, alors son coup de force quand même, c'est qu'à la fin de sa vie, puisqu'il y a des photos de la dernière maison qu'il a occupée, il était assez riche pour racheter la maison du caïd, qui lui s'était ruiné en boissons et en choses diverses et en gaudrioles diverses. Et c'est une assez jolie maison que j'ai visitée, vous verrez des photos et voilà. Et ce qui me montre qu'il a toujours vécu entre deux, c'est l'œil, dirais-je, de l'anthropologue. D'abord, vous verrez, il y a une très belle photo de lui. Quand j'ai regardé ses pieds, ce qu'il a aux pieds, c'est des charentaises. Ça, je trouve ça absolument signifiant. Et j'ai visité la maison. Il y a un lit à 2 places. Et ils ont vécu dans ce lit à 2 places jusqu'à la mort de Hamama. Et me dit un de leurs copains, père blanc, il se tenait par la main. Mais je vais vous dire, des couples dans l'Aurès qui se tenaient par la main à 80 ans, j'en ai pas connu beaucoup. Donc il avait une conception très particulière de ce que c'était que d'avoir une relation avec une femme. Et puis j'ai demandé à la femme, et bien sûr la maison est très convoitée, elle est occupée maintenant par une famille. Et j'ai dit, et la Maïda, elle est où? On m'a dit, mais il n'y a pas de Maïda. Alors, bon, ça veut dire qu'il vivait à l'occidental, ça c'est extraordinaire. Il mangeait sur une table. Et ça, je pense que tout... C'est-à-dire bien qu'il ait quitté à 10 ans la vie européenne, probablement, même avant, à 6, 7, 8 ans, il n'était plus dans une maison européenne. Il mangeait sur une table haute, il n'y avait pas de Maïda dans la pièce, et il dormait dans un lit à 2 places. Je pense que ça valait le déplacement pour moi. Alors, autre question qui me vient, je ne sais même pas si tu en parles dans le livre, est-ce qu'il a gardé contact avec sa famille? Mais non, voilà, ça c'est un point très douloureux et très important que j'ai essayé d'explorer un petit peu comment on va dire, en remontant dans le temps, et plus je remontais, plus c'était sinistre comme histoire. D'abord, dans la version officielle, son père est mort d'un accident du travail. Or, dans la version non officielle, c'est-à-dire celle qui est dans le chapitre qui s'appelle, comment il s'appelle, Roger, qui a été son grand confident et que j'ai pu interviewer avant sa mort. Et donc, qui a été un frère pour lui. C'était un père blanc, mais un père blanc tout à fait exceptionnel, un belge, je crois. Et il s'agit de la mort du père, c'est une risque. Donc, il y a une bataille, ça veut dire un milieu où on se bat jusqu'à mort d'homme. Enfin, c'est pas très évident. Et donc, je pense que c'était pas une histoire très très claire, la mort du père. Et qu'à la suite de la mort du père, surtout, personne ne s'est occupé de lui, parce qu'il avait 6 ans. Quand j'ai fait mes recoupements de dates, il a 6 ans à la mort du père, et non pas à 10 ou 11, et il rentre à l'école à 11 ans. C'est-à-dire au moment où la mère, à la faveur de circonstances qui m'échappent complètement, vient s'installer à Batna. Et en Algérie, l'école est obligatoire. Il ne s'agit pas de pas aller à l'école, encore moins quand on est un petit blanc. Enfin, je veux dire, c'était pas possible. Donc, il est allé à l'école 2 ans et il était 2 fois. Il avait, comme il dit avec humour,
Il avait 2 fois la taille de ses camarades et donc les autres se moquaient de lui. Donc il n'a pas tenu. Il a tenu à ne pas rester. Mais il était d'une intelligence prodigieuse, à la fois par son ingénierie matérielle, mais ce qu'il disait. Il écrivait des poèmes. Vous verrez dans le livre, il écrit des poèmes. Et puis il avait toute une philosophie, et les jeunes, les lycéens ceux qui à l'époque l'ont abordé alors qu'ils étaient lycéens et que moi j'ai rencontré père de famille à 60 ans ou 70, oui 60 ans largement. Il avait une vraie il était une attraction morale, si je veux dire, enfin une personnalité lié aussi à ses dons de guérisseur et au fait qu'il réussissait bien ce qu'il entreprenait et ses rapports étaient harmonieux, quoi. Alors, je sais pas, Asdin, Oui, moi je voulais juste intervenir à propos des points qui ont été abordés très succinctement, à commencer par la situation des femmes. Mathia Gaudry, on en a parlé très très bien sur la femme Chaouia de Lorès, donc je vous l'invite encore faut-il le retrouver. Il a été réédité en Algérie il y a quelques années. Donc Mathia Gaudry, et puis nous autres originaires des Aurès, connaissons très très bien cette partie de l'Aurès, parce que l'Aurès n'est pas seulement, il y a les Aurès, comme on dit, l'Aurès des plaines, des montagnes et tout cela. Donc cette partie de Oued Abdi notamment est connue pour ce qu'on appelle les Azriyettes, jusqu'à pratiquement nos jours. Bon. Par rapport au formalisme du mariage, déjà. Donc, primo, l'islamisation de l'époque, à l'époque, au XIXe siècle, était très, très superficielle. Il a fallu attendre véritablement l'indépendance pour qu'on puisse assister à l'islamisation de l'Aurès. Et aussi par l'œuvre de quelques zawiyas, kabyles notamment, dans la Rahmaniya, Ramana par exemple, ou Qadriya, je veux dire, oui, qui à Mazer, à Mena, etc., où on retrouve donc, et c'est des Kabyles, donc c'est des Ouawa, comme on dit là-bas, qui ont participé à l'islamisation de l'Aurès. Mais elle est restée à la fin du siècle, du 19e siècle, et au début du 20e siècle, très superficielle. C'est pas pour autant que les tentatives de christianisation, d'évangélisation dont vous avez fait état à la fin du siècle, pratiquement, ça a réussi un petit peu en Kabylie, ça n'a pas tenu dans les Aurès, à mon avis, d'après ce que j'ai appris, tout simplement pour des raisons climatiques. Et la route Batna-Biskra, à l'époque, n'était pas fonctionnelle. Et ces personnes étaient pratiquement pendant 6 mois, 7 mois, isolées de toute population, isolées de toute aide, etc. Contrairement à la Kabylie, qui était proche d'Alger, où il y avait une possibilité d'aller, de retour et tout ça. C'était vraiment abandonné. Ils ont dû abandonner leur mission, faute peut-être de candidats à la... Mais il y avait énormément de pauvreté. Vous avez dû certainement consulter la pauvreté, les maladies dans le reste à cette période-là, où la mortalité infantile était terrible, etc. Donc ils pouvaient avoir un certain nombre d'actions. Mais comme ils étaient complètement coupés, semble-t-il, de tout, j'allais dire, apport de Batna ou de Constantine ou autre, ils ont fini par lâcher et repartir. On a eu quand même le père Hugues qui a réussi à faire le dictionnaire Chaoui. Donc vous dire qu'au départ, ils avaient quand même français Chaoui, Chaoui français. C'est un savant. Oui, mais le climat, l'isolement de l'Aurès en général et leur isolement en particulier a fait que finalement ils ont lâché prise et ils sont partis. Quant à donc, je reviens au formalisme du mariage, jusqu'à très récemment, le mariage était, on peut dire qu'il était à la fois, au sens latin du terme, à l'époque romaine, le mariage cinémani, cum manu, etc., qui était assez libertin aussi. La femme partait, elle rejoignait et elle coupait totalement avec le... Chez les Romains ? Oui. Hein, cinémanu, elle partait, elle repartait. Elle faisait partie de la nouvelle famille. Je ne sais pas quelle influence a eu, j'ai travaillé là-dessus à un moment donné, le système romain du mariage sur le reste. Mais on retrouve dans l'héritage et dans les conséquences du mariage ce genre jusqu'à très récemment. Ce qui est certain, c'est que dans la région du Oued Abdi, les femmes se mariaient très très facilement, mais il faut dire aussi que c'était
religieusement possible. Il n'y avait pas de mairie, il n'y avait pas d'état civil, et donc il n'y avait que la Fatiha à faire. Donc c'est un mariage religieux, mais très, comment dirais-je, labile, voilà, tout simplement. Maintenant, ce que certains anthropologues parlent de rotation des femmes. Ah non, j'ai pas vu ça. Moi, Si, on parle. En tout cas, moi, je l'ai pas. Mathia Goudry parle de rotation. Elle Elle parle de rotation des femmes parce que les femmes se mariaient, se divorçaient et se remariaient juste après. Et très très facilement. À l'époque d'ailleurs, le chic, c'était de se marier avec une femme déjà mariée et on attendait son neveu, son cousin, son amant, etc. C'est vrai. Oui, oui, se marier facilement. Je vous raconte juste une anecdote comme ça pour voir. C'est très important par rapport à ce qui arrive actuellement maintenant. Beaucoup de Français, peut-être en arrivant, voyant dans l'Aurès, dans les Oulad Naïl, croyant un certain libertinage. Ce n'est pas du libertinage, mais c'est un mode véritablement de mariage qui était adopté et qui était accepté moralement. Très récemment, dans mon village à moi, il y avait un monsieur qui est parti vers Oued Abdi. Il est parti vers Oued Abdi, il rencontre une jeune fille là-bas, elle se mariait à 13-14 ans. Hein. À 17 ans, ils en ont déjà 2-3 bombes, hein, vous avez remarqué. Donc, il la rencontre, elle avait déjà 2-3 enfants, elle était mariée avec un gendarme. Elle monte avec lui dans la voiture, elle abandonne sa famille et elle va chez lui. Il la ramène chez lui et ils vivent quelques années. Ils ont eu des enfants, puis un beau jour, je ne sais pas ce qui s'est produit, c'est une histoire vraie, donc il lui file une claque. Il y a un épisode dans un roman. Elle refuse, oui, elle refuse donc la claque et elle s'en va à la montagne, donc à Oued Abdi, repartir chez ses parents. Bon, le mari, après quelques années avec elle, il a dit bon, au bout de 10 jours, je prendrai quelques commissions, puis bon, je vais la récupérer. Quand il est reparti, 10 ans après, donc de mariage, il est reparti chez sa femme pour la récupérer, il a trouvé qu'elle était remariée avec son premier mari, qui a accepté qu'elle revienne. Donc, cette rotation des femmes et ce mariage et ces divorces réguliers font partie de la vie courante de l'Aurès jusque dans les années 50-60. C'est pas le formalisme, il n'y avait pas de formalisme puisqu'il n'y avait pas de mairie. Oui, c'est une façon de voir. Il n'y avait pas d'état civil et les femmes étaient libres. Il y a aussi ce qu'on appelle les azriyettes, et ça c'est un autre type de femmes dont Mathia Goudry parle, c'est des femmes libres, véritablement libertines. Et celles-là, elles dansent, elles chantent, elles font leur vie et elles ne choquent personne. Elles ne choquent personne, ce qu'on appelle les azriyettes, c'est-à-dire les célibataires. Et celles-là, elles sont choisies d'ailleurs par leur mère. Donc il y a une sorte de libertinage dans l'Aurès, que peut-être un esprit catholique ou fortement islamique pourrait choquer, mais qui n'était pas jusqu'aux années 50-60, qui était pratiquement très 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 courant. Alors, par rapport donc à cette possibilité de mariage, de plusieurs mariages, de copinage et autres, c'est quelque chose qui ne pouvait pas choquer les gens à l'époque, et a fortiori au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Voilà ce que je voulais rajouter à propos de ça. Oui, alors je ne sais pas si s'il y a des questions à poser, des réflexions, Juste une petite précision, comme j'ai le micro, par rapport à la question que tu posais tout à l'heure. Oui, il y a des gens, effectivement, je pense maintenant à des Italiens, à Azfou, mais qui sont tellement devenus kabyles que je les ai oubliés, tu vois. Effectivement, ils sont complètement kabylisés. Tout le monde a oublié au jour d'aujourd'hui qu'ils ont. Et c'est très, très récent. Hein. Il faut voir le nom d'état civil d'André pour savoir qu'ils sont de parents espagnols, mais je veux dire italiens, mais ils ne parlent aucun mot d'italien, absolument aucun. Et ils sont kabyles comme tout le monde et ils vivent là-bas. Point, voilà. Je crois que un des pères blancs que j'ai interviewé là me disait qu'il n'avait jamais entendu Baptiste dire un mot d'italien. Il avait perdu son italien complètement, quoi. Il avait perdu son italien. Il était parfait arabisant de la vie des gens, hein, puisque moi je ne l'ai pas connu. Et il comprenait bien le berbère, mais il n'était pas un bon berbérophone. C'est-à-dire que je ne sais pas comment il se débrouillait avec maman. Mais bon, apparemment, il se débrouillait, quoi. Ah ben, ils vont vous le dire, là. Il n'y a que des cabines dans la salle, j'imagine. Donc,
Il y a peut-être un Chaoui là. Je ne sais pas si je peux me permettre. Je l'ai repéré. Comment? C'est la question de l'innocent. Hein. Oui. Oui, alors répondez-lui. Il y a des similitudes manifestes, pas simplement entre Chaoui et Kabyle. Il y a des similitudes aussi entre ces deux groupes berbères et d'autres groupes berbères en Libye ou au Maroc. Des similitudes très très fortes, qu'elles soient linguistiques ou au niveau des comportements, au niveau du droit coutumier et un certain nombre de choses. Elles sont aussi manifestes quand il s'agit de vie quotidienne. Si c'est des montagnards, c'est la vie des montagnards. Si c'est des oasiens, des berbères, des oasis, par exemple en Algérie ou en Libye, c'est les mêmes modes de vie, donc c'est très rassemblant. La langue est très, 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 très proche. Maintenant, il y a des différenciations liées à des histoires qui ne sont pas communes, parce que les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie en particulier, ou le Maghreb, qu'on appelle le Maghreb central, c'est un pays très vaste. L'Aurès et la Kabylie sont séparés par des espaces arabophones, et pour un certain nombre de considérations, le commerce n'existait pas entre ces régions-là, entre les deux régions. Elles se sont différemment, et depuis l'époque romaine d'ailleurs, développées. Ce qui a créé des différences culturelles assez palpables. Par exemple, la Kabylie, c'est le pays du bœuf. Les Aurès, c'est le pays du mouton. On arrive à El Achir, après Borj, et ça, c'est fini, le mouton. On arrive au pays du bœuf, alors que dans les Aurès, on ne mange pas de bœuf. Donc, parce qu'il n'y en a pas. Parce que les vergers ne sont pas les mêmes, parce que c'est un pays de transhumance, etc. Donc on peut trouver énormément de différences culturelles, du mode de vie et autres, mais aussi des proximités évidentes, du point de vue linguistique, point de vue culturel, point de vue d'un certain nombre de comportements, j'allais dire, peut-être liés au cloisonnement ou autre. Mais ce qui est le plus proche, c'est la langue. La langue, elle est quasiment à 80%, sauf les apports et les emprunts qui ont été pris par les uns et pas par les autres. Pendant la guerre de libération, par contre, les liens se sont renforcés entre Kabyle et Chaoui, l'espace d'une guerre, avant que la rupture politique, voulue ou entretenue, mais qui avait déjà des soubassements, parce que quand on lit Ibn Khaldun, il y avait de grands conflits entre ce qu'on appelait les Berbères du Nord, les Znagas, et les Berbères du Sud, et des hauts plateaux qui étaient les Znati, et qui vivaient de transhumance, tandis que les autres étaient quasiment citadins, montagnards, citadins, etc. Et les autres étaient transhumants. Ces différences de vie, de culture, etc., ont fait qu'il n'y a pas eu d'union, j'allais dire, d'unité, au même titre qu'il n'y a pas entre le Souss du Maroc et le Rif du Maroc, la même chose pour ce qui est de la Kabylie. Sauf que pour une région du sud sétifien et du nord sétifien, c'est-à-dire le sud de Bougie et le nord de Bougie, et là où on trouve les interactions Chaoui-Kabyle qui se sont maintenues jusqu'au XIXe siècle. Je crois que c'est la réponse qu'elle... Oui. Il y a un trait commun qui a trait au livre, c'est le personnage du bandit d'honneur. Je le trouve très, très vivant à la fois dans les Aurès et en Kabylie en particulier. Mais au-delà d'ailleurs, cela dit. Voilà, c'est un personnage des montagnes méditerranéennes. Et pas seulement méditerranéennes, mais en tout cas très très récurrent, la Corse, la Sicile, etc., etc. Et puis dans ces régions quand même montagneuses du sud, oui, il y a de très beaux livres là-dessus. Celui qu'a connu Baptiste, c'est le premier. Et ensuite, ce qu'on appelle le deuxième,
Je ne sais pas très bien si c'est un neveu, c'est pas un fils, parce que c'est clair. C'est un neveu. D'abord, celui qui est devenu célèbre, c'est en fait un deuxième, parce que le premier avait pris la montagne, comme on dit, et puis il a été soit tué, soit... Enfin, ça s'est mal passé pour lui. Et c'est donc pour cette raison que celui qui est en cause là-dedans, dans le livre, a pris la relève, s'est senti obligé de le faire, alors que probablement, c'était vraiment pas son intention. Et ensuite, il y en a eu un troisième, qui est un jeune, et je ne sais pas très bien si c'est un neveu. C'est probablement un neveu. Mais les gens me disent qu'il n'est vraiment pas aussi intéressant que celui du milieu. Il porte le même nom. Oui, il porte forcément le même nom, puisqu'ils sont de la même famille, de façon très, très étroite. Quoi. Iselmadden, c'est une famille. Hein. C'est Fanny qu'on est venu écouter. Oui. Oui. Là, il a quelque chose à dire. Oui, non, je voulais dire que je vais te passer la parole là pour conclure, mais je voulais dire quand même que personnellement j'ai eu un très très grand plaisir à lire ce livre parce que c'est un travail d'anthropologue, mais c'est surtout superbement bien écrit. Et puis c'est une espèce d'enquête comme ça, rebondissement. On découvre les choses un peu construites sous une forme romanesque, disons-le, mais avec une exactitude des faits quand même absolument. Et c'est un petit régal de livre, ça. Je vous le. Non, moi je l'ai lu vraiment avec beaucoup beaucoup de plaisir parce que en plus de toutes les informations évidemment il y a ce plaisir esthétique à lire des choses. Oui, alors j'aimerais finir là-dessus un peu parce que tu es allé dans les Aurès, tu es allé à Bruxelles, à Paris, tu as fait le tour du monde pour retrouver sa trace. Un peu. Comment ça s'est construit Alors, la remarque que tu viens de faire, c'est drôle parce que le livre est construit en deux parties. Il y a une partie qui est faite à partir de ce que je savais sur l'Aurès et qui est donc dans les livres, et puis des archives. Les archives des Pères Blancs ont été irremplaçables parce qu'elles sont... c'est très difficile à exploiter parce que c'est tellement minutieux, mais en même temps, tous les petits détails sont très importants. Ce que je raconte, par exemple, de leur effarement devant le comportement des femmes, elles leur dament le pion constamment, c'est-à-dire ils sont jamais à la hauteur, c'est-à-dire les pauvres Pères Blancs avec les femmes chaouïas. Et la deuxième partie, par contre, donc j'ai interviewé des gens et ce qui m'a frappé, c'est à quel point, voilà, en gros, l'idée essentielle du travail, c'est quand même de montrer comment, d'abord, c'était possible. Et ça, c'est ma réponse à Reski. Ça a été possible à cause de... C'était lui, c'était eux. Bon. Mais en même temps, comment se construit un mythe, pas un mythe, parce il ne parle pas d'eux comme... Les gens ne parlent pas de lui comme un mythe. Comment se construit, on va dire, une sorte d'icône, quelqu'un comme ça. Ils ont beaucoup de tendresse pour lui quand ils en parlent. Je dis avec de l'expérience de mon métier que si j'étais restée à cette époque, je n'ai pas séjourné dans l'Aurès, c'était un retour. Si j'étais restée et que j'avais eu des conversations à bâton rompu, etc., on m'aurait raconté des tas de choses où il était pris en défaut, parce qu'il avait évidemment des défauts aussi. Mais là, le contexte, vous comprendrez en lisant que le contexte de mon retour ne se prêtait pas au dénigrement. On était dans la géographie déjà. Alors tout mon travail a été justement d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière la géographie, et d'où l'exergue que vient de mettre sous mon nez l'Antonioni, où il dit qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'art et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'art autour de la réussite et du bien. Et je pense qu'il a eu plein de... Enfin, non seulement il est allé au bout de ses forces humaines, et ça c'est quand même... On sent que c'est un homme qui pousse l'humanité à ses limites.
Mais il en a pris plein la gueule, je pense. Et à partir de l'âge de tout petit. Je pense que si l'histoire du fils est tellement pas ratée, on ne doit pas dire ça de quelqu'un, c'est une vie, c'est une vie. Si elle est tellement le contraire de sa vie à lui, c'est que quelque chose n'a pas été transmis. Et ce qui n'a pas été transmis, c'est ce que c'est que la paternité. Donc ça c'est clair. Et qu'en même temps, on peut voir un certain nombre de on voit des failles. On voit des failles et on voit que sa vie n'a pas été... Alors la dernière faille, c'est que après l'indépendance, donc on est venu lui dire que il fallait prendre une décision pour ses terres. Il avait des petites terres autour de la maison et il lui dit pour ça il faut que vous demandiez la nationalité algérienne. Et il a dit eh ben non. Je ne suis pas algérien, je ne suis pas français non plus, parce qu'il en avait tellement vu de la part des Français que probablement ça lui faisait pas envie. Donc je suis italien. Et quant à mes terres, donnez-les au Chab, enfin disposez-en. Et je trouve ça très joli comme conclusion. C'est-à-dire c'est une espèce de... Il est très vieux quand il dit ça. Et c'est une espèce de détachement extrême qui montre que quand même cette vie qui paraît aussi parfaite, dans son héroïsme, même incluant les difficultés, 1500 mètres. Moi, je ne peux pas vivre à 1500 mètres d'altitude et descendre et monter chaque fois que j'ai besoin de quelque chose qui est en bas. Il a dû avoir énormément de choses très dures et je pense que ces choses très dures commencent très tôt dans sa vie, et c'est ça qui m'a paru assez extraordinaire. Et puis son histoire de femme, parce que l'histoire de femme, il a un très bon copain, ils ont chacun une copine, et puis tout d'un coup les gens qui m'ont parlé m'ont bien spécifié que c'est l'autre qui a voulu celle qu'avait Baptiste à ce moment-là. Baptiste non seulement a cédé, mais il est vraiment tombé amoureux de Hmama, et ça c'est pas du vestir. Je veux dire, c'est le père Blanc qui m'a raconté ça me dit c'était vraiment un très très grand amour. Je lui pose la question jusqu'à la dernière page du livre. Et il me dit, c'était un très très grand amour. Quand je les voyais dans la misère où ils étaient à la fin, être dans ce lit à 2 places, à l'ancienne comme ça, en se tenant par la main, ils s'aimaient, c'est sûr. Et ça, c'est une merveille. C'est ça qui est très beau dans l'histoire, je trouve. Voilà. J'ajouterais justement, j'ai parlé de suspense parce que ça, on ne le sait pas dès le départ. À un moment donné, l'enquête nous révèle ça. Et c'est vraiment bâti sur le mode de l'enquête. Je veux dire, voilà, on va s'en tenir là. Merci Fanny, merci. Merci pour ce livre et merci pour tout le travail que tu fais. Donc nous rendez-vous mercredi et vendredi. Et puis merci à vous. Au revoir.